Angélique Baubry, donc, qui travaille à l'Institut du cancer à Montpellier, qui va nous parler de manipulation hormonale en périopératoire. Donc, je disais, moi aussi un petit peu comme Claire, j'avais été un peu étonnée du sujet. Je m'étais dit, quel est ce sujet, les manipulations hormonales en périopératoire dans le cancer du sein. Mais du coup, j'avoue que c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et ça marche, parfait. Donc c'était très intéressant de me renseigner là-dessus. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère comme ça faire peut-être découvrir aussi des choses à d'autres personnes. Oui. Alors, il semble qu'il n'y ait pas d'image. Ça y est, l'image. C'est bon. Et si je fais défiler, ça défile. C'est celui-là, la caméra. D'accord. Et ça défile bien du coup. Hop, voilà. Donc ça s'articule bien avec le topo d'avant de Claire. Donc sur ce thème des manipulations hormonales en périopératoire, j'ai aussi divisé mon topo en 4 grandes parties. Déjà la première, c'est de redéfinir cette période du périopératoire, savoir un peu bien de quoi on parle, de quoi il s'agit, de parler d'une étude indienne qui a évalué l'impact de l'injection de progestérone retard au moment de cette période du périopératoire. Et après, comme finalement c'était assez limité sur le côté manipulation hormonale, on s'est dit qu'on allait étendre un petit peu le sujet à d'autres types de manipulations périopératoires, comme par exemple l'injection d'anesthésiques locaux, où il y a aussi tout un champ sur l'action de modulation de la réponse immunitaire dans cette phase du périopératoire. Alors, donc la période du périopératoire immédiate, simplifiée en PPI, qu'est-ce que c'est ? Bon, ça correspond en fait aux quelques jours, voire quelques semaines maximum, jusque pareil, quelques jours à quelques semaines après l'intervention chirurgicale. Donc c'est une période un peu particulière sur le plan en fait physiologique et biologique, comme on va le voir. Notamment, on va retrouver une période de stress, déjà en attente de la chirurgie, de stress des examens complémentaires qui vont être effectués, d'éventuelles hospitalisations. Ensuite, il va y avoir la période d'anesthésie, donc les anesthésiants, les analgésiques, l'hypothermie pendant l'anesthésie, éventuellement des transfusions sanguines, puis la chirurgie en elle-même, le stress chirurgical, les dommages tissulaires, et après interviendra cette phase de convalescence finalement du post-opératoire, avec aussi ce moment particulier sur le plan psychologique, éventuellement des douleurs à gérer. C'est une période qui, en fait, sur le plan thérapeutique, n'est pas vraiment exploitée. Enfin, c'est un temps de chirurgie. Il n'y a pas de traitement vraiment systémique mis en place dans cette période-là. J'ai noté quand même, on peut faire de la radiothérapie périopératoire, ça arrive. Mais sinon, c'est vrai que la radiothérapie externe est un petit peu à distance de la chirurgie. Et bien sûr, la chimiothérapie aussi, pour des raisons de cicatrisation. Beaucoup de traitements, en fait, sont considérés incompatibles avec cette période-là pour une bonne cicatrisation. Et donc ça se comprend. Pour autant, on estime que dans cette période, il y a ce qu'on appelle la maladie minimale résiduelle, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir déjà des foyers micrométastatiques en dormance ou déjà actifs, et surtout des cellules tumorales isolées qui circulent dans le sang ou dans le système lymphatique. Comme le disait Claire, ça a été déjà montré aussi dans cette phase, bien dans le cancer colorectal, et quelques données aussi, notamment dans le cancer de la prostate, qui sembleraient retrouver ça. Donc ouais, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc j'ai repris cette figure d'une revue de 2015 qui explique justement un petit peu toute cette période particulière aussi sur le plan biologique. Donc comme je disais, il n'y a pas de traitement systémique et pourtant il y a pas mal de facteurs biologiques qui en fait pourraient avoir un impact sur le développement tumoral et favoriser le développement tumoral et notamment de métastases. Donc on reprend dans cette partie-là les facteurs périopératoires dont je parlais, le stress, la transfusion sanguine, les dommages tissulaires, les anesthésiants, l'hypothermie, la douleur. Tout cela va induire la sécrétion d'un certain nombre de facteurs neuroendocrines et paracrines qui vont avoir un impact après, comme on va le voir, sur pas mal d'autres phénomènes. Donc, notamment, on retrouve la sécrétion de catécholamines, de prostaglandines, de corticostéroïdes et d'opioïdes. Et il y a une activation du système sympathique, notamment par tout le stress induit. Et ce système sympathique va lui aussi entretenir la sécrétion de catécholamines, de prostaglandines, des réactions inflammatoires qui elles-mêmes réactivent ce système sympathique, etc. Ça fait tout un cercle vicieux qui se met en place et on reste dans ce micro-environnement-là biologique.
Tout cela va induire, modifier le micro-environnement local, notamment immunitaire, en favorisant plutôt les réponses pro-métastatiques, c'est-à-dire notamment en induisant le recrutement de macrophages qui sont plutôt connus comme pro-tumoraux, et à l'inverse diminuer certaines réponses immunitaires qui seraient plutôt antitumorales, notamment inhiber l'activation des cellules NK. Ça, c'est des données qu'on a plutôt, j'en reparlerai un tout petit peu après, mais sur des modèles murins et avec des cellules humaines in vitro, on n'a pas les données directement in vivo chez l'homme. Et de la même façon, ces différents facteurs sont capables d'induire des facteurs de croissance et des facteurs pro-angiogéniques comme la sécrétion de VEGF par exemple, et d'autres facteurs de croissance comme le TNF-alpha, le TGF-bêta. Donc au total, on a l'impression que tout cet environnement pourrait favoriser le développement de cette maladie minimale résiduelle et le développement éventuellement de micrométastases en métastases. Alors, comment agir sur cette période du périopératoire? Il y a deux grandes voies qui ont été déjà beaucoup étudiées, relativement étudiées. C'est d'agir sur cette sécrétion de ces facteurs neuroendocrines, notamment la sécrétion de catécholamine et de prostaglandine, et d'autre part d'agir un peu sur le système, cette réponse immunitaire. Alors, quid des manipulations hormonales dans tout ce cadre-là? Donc ça part de un petit peu ce dont parlait déjà Claire, de cette hypothèse qu'il y a un impact du cycle menstruel, des hormones sexuelles sur le développement tumoral. Notamment, l'hypothèse principale, c'est le fait d'avoir un taux d'œstrogène élevé non contrebalancé par le taux de progestérone. Donc beaucoup d'œstrogène et peu de progestérone qui favoriserait le développement métastatique, et ça a été plutôt retrouvé dans des modèles murins. Et donc les mécanismes biologiques, c'est les potentielles actions protumorales des œstrogènes, donc ils peuvent favoriser la sécrétion de protéases tout en inhibant l'action de l'icadérine, donc du coup permettre une meilleure dissémination cellulaire. Et ils peuvent stimuler la prolifération cellulaire et plutôt inhiber les cellules NK, donc une réponse plutôt antitumorale, inhiber cette réponse antitumorale. Sur le côté antitumoral de la progestérone, déjà elle s'oppose plutôt aux effets des œstrogènes, et il a été montré qu'elle pouvait stimuler les lymphocytes T cytotoxiques tout en inhibant les lymphocytes T régulateurs. Elle peut inhiber la croissance cellulaire, notamment en inhibant les facteurs de croissance comme via l'IGF-1, et plutôt inhiber l'invasion cellulaire. Voilà, il y a des données qui évoqueraient, ce sont les hypothèses biologiques pour expliquer cela. Sur les données plus un peu cliniques, ce qu'on a pu mettre en évidence chez l'homme, donc c'est principalement ce groupe indien dont je vais reparler après, qui avait fait au départ une analyse rétrospective sur 324 patientes, donc en 1991, où ils avaient tendance à retrouver un meilleur pronostic sur la survie globale à 10 ans quand la chirurgie est effectuée en phase lutéale, et ils avaient pu corréler cela aussi au taux de progestérone. Donc ils avaient évalué le taux de progestérone et ont trouvé que quand le taux de progestérone était plus élevé dans le sang des patientes, c'était corrélé à un meilleur pronostic uniquement dans les groupes de patientes avec une atteinte ganglionnaire. Après, ils avaient eux-mêmes aussi fait une méta-analyse sur 37 études et retrouvé une tendance à une meilleure survie quand la chirurgie était aussi effectuée dans la phase lutéale. Et de même, avec la mesure du taux de progestérone, ils ont trouvé plutôt une tendance à un meilleur pronostic quand le taux de progestérone était élevé. Toutefois, ces études, elles sont contrebalancées par d'autres études qui ne retrouvent pas les mêmes résultats, notamment 3 études prospectives qui, eux, ne relevaient pas d'impact pronostic du taux de progestérone au moment de la chirurgie. Alors, ce que notaient les auteurs, c'est qu'il n'y a pas eu d'analyse en sous-groupe dans le groupe avec atteinte ganglionnaire, ce qui aurait pu éventuellement être intéressant. Et donc, comme disait Claire, la méta-analyse la plus récente, elle ne retrouvait pas de différence pronostique. Donc, pour l'instant, on va dire que c'est plutôt controversé. On n'a pas en tout cas une mise en évidence claire. Et donc ce groupe indien a fait cette étude qui était une étude prospective randomisée qui évaluait l'impact de l'injection de progestérone retard en périopératoire sur la survie. C'est une étude de 2011 qui a été publiée dans le JCO. Donc cette étude s'était intéressée à des patientes qui ont un cancer du sein opérable de T1 à T3, N0 ou N1.
donc non métastatique, tout statut ménopausique confondu. Donc un essai qui était randomisé, unicentrique, qui s'est déroulé de octobre 1997 à décembre 2004. Et l'intervention était donc une randomisation en 2 groupes avec une stratification sur le statut ménopausique et la taille tumorale. Donc un groupe contrôle qui était traité selon les standards et un groupe expérimental où les femmes recevaient une injection d'hydroxyprogestérone 500 mg en intramusculaire dans les 5 à 15 jours avant la chirurgie. Et ensuite, elles avaient les traitements adjuvants selon les standards aussi. L'objectif était d'évaluer la survie sans récidive et la survie globale en objectif secondaire. Ils ont fait une analyse statistique en prévoyant une analyse du sous-groupe N+, par rapport à ce qu'ils avaient retrouvé dans la littérature. Donc ils ont fait la stratification, comme je disais, sur le statut ménopausique, la taille tumorale, une analyse en intention de traiter. Ils ont évalué un nombre de sujets nécessaire de 1000 patientes. Et ils ont suivi ces patientes pendant minimum 5 ans après le diagnostic. Donc ça, c'était leur diagramme de flux pour montrer qu'ils ont bien recruté les 1000 patientes, 500 sont allées dans chaque bras, et donc quelques patientes ont été exclues parce que lésions bénignes ou métastatiques. Ensuite, en intention de traiter, on avait 490 patientes dans le groupe progestérone, 486 dans le groupe contrôle. Elles ont toutes été analysées donc en intention de traiter, malgré les quelques déviations du protocole, notamment sur les délais d'injection de la progestérone ou pour quelques cas un traitement néoadjuvant. Donc ça, c'était simplement, j'avais remis ici le tableau des caractéristiques cliniques pour dire qu'il n'y avait pas de différence vraiment clinique entre les 2 groupes. À noter que c'est une étude qui n'est pas toute récente non plus. On n'est pas sur exactement les traitements actuels qu'on peut faire. Notamment, il n'y a pas de schéma séquentiel sur la chimiothérapie. Il n'y a pas de taxane. Et sur l'hormonothérapie aussi, c'était plutôt du tamoxifène, du coup. Peu d'inhibiteurs d'aromatase, seulement 7 et 8% des patientes, alors qu'on a à peu près 50% des patientes qui sont ménopausées à ce moment-là. Principalement du tamoxifène comme hormonothérapie et l'association des fois tamoxifène inhibiteur de l'aromatase. Alors, ce sont les courbes de survie dans la cohorte globale, dans lesquelles, donc, sur une médiane de suivi de 65 mois, il n'y a pas de différence significative sur la survie dans l'ensemble de la cohorte. Et donc, en effet, leur résultat principal porte sur le sous-groupe avec atteinte ganglionnaire, puisque c'était l'analyse qu'ils avaient prédéfinie au départ, dans lesquelles, là, ils voient une différence statistiquement significative d'un petit peu plus de 10%, puisqu'on a un taux de récidive à 5 ans de 54,7% dans le groupe contrôle, versus 65,3% dans le groupe progestérone. Avec une différence qui était statistiquement significative et de la même façon une différence tout pile statistiquement significative en survie globale, avec une survie globale à 5 ans de 66,8% dans le groupe contrôle et 75,7% dans le groupe progestérone. Ils ont regardé ensuite une analyse en sous-groupe, donc le seul sous-groupe prédéfini était bien sûr l'atteinte ganglionnaire que j'ai réencadré ici, qui était significative. Ils n'ont pas de différence dans les sous-groupes, notamment en fonction du statut ménopausique. Et en effet, ils partaient du principe que cette augmentation de la progestérone pouvait être bénéfique, peu importe le statut hormonal initial de la patiente. Pas de différence en fonction de la taille tumorale et ça fonctionne aussi dans les groupes n'exprimant pas les récepteurs aux hormones et donc mécanistiquement par rapport aux éléments biologiques qu'on a vus, c'est vrai que certains facteurs de la progestérone ne sont pas dépendants de l'expression ou non des récepteurs aux hormones, puisqu'il y a toute une action qui est en fait plutôt sur le micro-environnement tumoral et la réponse plutôt immunitaire. En tout cas, c'est ce qu'il suppose. Donc les limites de cette étude, donc en effet, ils voient un impact uniquement dans le groupe N+. Ils posaient la question éventuellement que dans ce groupe, il y a forcément un petit peu plus de récidives, donc c'est sûr que c'est là où on peut mettre un peu plus facilement en évidence des différences. Ils n'ont pas fait de contrôle versus placebo, c'est le groupe contrôle n'avait rien d'autre. Ils n'ont pas contrôlé les taux de progestérone, ce qui aurait pu être intéressant. Et c'est une étude monocentrique avec, comme je disais, des traitements systémiques qui ne sont pas nos standards, en tout cas actuels. Mais voilà, un résultat qui, quand même, sur une grosse cohorte de patientes, est intéressant et qui, en tout cas, pourrait poser la question de l'évaluer dans d'autres cohortes, puisqu'il n'y avait pas d'effet secondaire indésirable notable. Donc, finalement, c'est une option qui pourrait être intéressante à étudier, à envisager.
Donc, mis à part sur ces manipulations péritumorales vraiment hormonales, finalement, c'est la seule grosse étude qu'on ait qui date déjà de 2011 et il n'y a pas grand-chose d'autre maintenant, si on ne compte pas tout ce qui est hormonothérapie, bien sûr, néoadjuvante. Hein, vraiment, là, on est sur le périopératoire. Donc, c'est ce même groupe, en fait, qui a évalué l'impact de l'injection de lidocaïne aussi, du coup, en péritumoral pendant l'opération, en termes de survie, parce qu'il y avait quelques données dans la littérature qui étaient contradictoires sur l'impact ou non de cette anesthésie locale pendant la chirurgie, notamment parce que cette anesthésie locale pourrait, en bloquant certains canaux sodiques, modifier des voies de signalisation. Et aussi parce que c'est montré que quand on fait cette anesthésie locale, on peut empêcher cette activation du système sympathique dont on a vu qu'elle promouvait la sécrétion de catécholamine et de prostaglandine. Donc là, c'est une étude, c'était juste des données qui étaient présentées à l'ESMO, hein, il n'y avait pas que j'avais récupéré via Anne-Sophie, donc je vais vous montrer là. Donc le schéma d'étude, c'est une étude de prospective aussi randomisée, cette fois-ci multicentrique, toujours cancer du sein qui est localisé, pas de traitement néoadjuvant, et donc ils évaluaient la survie sans progression, la survie globale. Ils ont randomisé 1600 patients, toujours en stratifiant sur le statut ménopausique, la taille tumorale, et donc ils avaient le groupe contrôle habituel et un bras expérimental dans lequel il réalisait donc cette injection tumorale de lidocaïne 0,5%, 5 à 10 minutes avant l'intervention chirurgicale. Donc là, je n'ai pas trop retrouvé du coup les données pour l'instant sur vraiment la description de la population. Et donc en fait, c'était ces résultats-là qui montraient en courbe de survie. Alors attention, les graphiques partent pas de 0. On est entre 0,75 et 1 et entre 0,80 et 1, ce qui évidemment écarte un petit peu la différence. Et en effet, si on regarde la survie sans récidive à 6 ans, elle est de 82% quasiment dans le groupe contrôle et 86% dans le groupe avec l'anesthésiant. Donc ça reste tout à fait minime, c'est statistiquement significatif visiblement, mais en tout cas c'est très faible. Idem sur la survie globale, en fait ils ont l'impression, le principal écart c'est sur la survie sans récidive à distance. Mais en tout cas, ce sont des chiffres qui restent pour l'instant bien sûr à confirmer, avec des résultats un petit peu moins, en tout cas importants que ce qu'ils ont pu montrer avec l'injection plutôt de progestérone. Donc ensuite, je voulais parler de l'immunomodulation parce que en fait, ce qui est assez intéressant dans cette période, comme je disais tout à l'heure, c'est que dans cette phase, il y a beaucoup de facteurs finalement d'immunosuppression. Alors maintenant, l'immunothérapie, on l'utilise quand même beaucoup en oncologie. Et donc c'est un champ qui est assez intéressant à étudier, à évaluer. Et donc dans les modèles animaux, on retrouve que cette immunosuppression de cette période périopératoire est associée à un surrisque de développement métastatique. L'immunosuppression, elle est induite, donc, comme je le disais, par le stress, l'inflammation, les anesthésiants et les analgésiques, les dommages tissulaires pendant la chirurgie et aussi l'hypothermie pendant l'anesthésie. Tous ces différents facteurs ont été étudiés et on a retrouvé chacun d'entre eux favorisait la sécrétion de glucocorticoïdes et de catécholamine. Et donc, comme je disais, dans les modèles animaux et dans les analyses in vitro, cela favorise l'inhibition des lymphocytes, des cellules NK et plutôt promeut le recrutement de macrophages, de cellules protumorales, notamment les macrophages. Donc ici, c'est un tableau qui récapitule justement tout l'impact de cette surexpression de catécholamine, glucocorticoïdes, prostaglandine sur les modifications du système immunitaire, sécrétion de cytokines, lymphocytes, cellules NK, et de la même façon, l'utilisation des anesthésiants qui modifient aussi cette réponse immunitaire, ainsi que des analgésiques opioïdes. Donc, comment agir sur cette modulation du système immunitaire dans cette période périopératoire? Donc, deux grandes façons de faire. Soit on a une action directe sur le système immunitaire, donc on peut utiliser les cytokines, notamment l'interleukine 2 a été évalué dans le pancréas et le cancer colorectal, semblant montrer aussi une meilleure survie. Donc, il y avait pas mal de réticences, il y a quelques réticences à utiliser ce type de traitement dans le périopératoire parce que ça a des effets secondaires de type
frissons, fièvre, donc c'est pas ce qu'on aime trop dans cette phase post-opératoire notamment. Mais cela dit, ils n'ont pas retrouvé vraiment de problématiques particulières dans le post-opératoire à utiliser l'interleukine 2, donc ça peut être quand même des pistes à utiliser. L'interféron alpha aussi est étudié. Une autre voie qui peut être analysée, c'est l'utilisation des agonistes des TLR. Il y a aussi une grande voie d'étude sur l'immunométabolisme. Alors ça, c'est pour le coup en plus assez simple, puisque c'est vraiment modification de la nutrition en induisant une supplémentation en arginine et en donnant plutôt des aliments qui vont induire une déplétion en glutamine. Tout ça, c'est pour favoriser les réponses lymphocytaires T notamment. Il y a toute la question sur les inhibiteurs de checkpoint immunitaire. Alors, c'était assez peu développé dans le périopératoire parce qu'en fait, dans cette phase-là, on voudrait quelque chose qui va agir assez rapidement, finalement, et que les inhibiteurs de checkpoint, c'est un petit peu plus long. Mais du coup, ça va être intéressant à étudier, notamment maintenant qu'on l'utilise en néoadjuvant dans le cancer du sein. On se dit que ça va pouvoir influer sur cette phase du périopératoire à ce moment-là. Et donc, sur une action un peu indirecte pour préserver cette réponse immunitaire, il y a, comme j'expliquais, on peut plutôt essayer de diminuer la production des catécholamines et des prostaglandines. Et donc, il y a eu pas mal de choses étudiées sur notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les inhibiteurs de COX, notamment COX-2, et aussi les inhibiteurs de récepteurs bêta-adrénergiques. Donc, je vais résumer ça un petit peu après. Donc là, voilà, justement, alors c'est un petit peu les mêmes voies d'action, les inhibiteurs de COX-2 et les inhibiteurs des récepteurs bêta-adrénergiques. Le but, c'est donc d'inhiber la production de catécholamines de prostaglandines. Dans les modèles animaux, ça permet d'améliorer la réponse immunitaire antitumorale en réduisant le développement métastatique dans cette phase du périopératoire, en améliorant la survie. Chez l'homme, qu'est-ce qu'on avait comme données? Eh bien, des analyses rétrospectives avaient montré qu'en fait, l'utilisation chronique de ces molécules, donc soit les bêta-bloquants, soit les inhibiteurs de COX, notamment l'aspirine, chez des personnes indemnes en population générale, était associée à une diminution du risque de développer un cancer, notamment cancer du côlon et cancer du sein. Une autre étude rétrospective sur l'utilisation des bêta-bloquants chez les patientes qui étaient suivies pour un cancer de l'ovaire. On trouvait qu'il y avait moins de risque de récidive chez ces patientes qui prenaient des bêta-bloquants au long cours. Donc voilà, c'était des données préliminaires qui étaient intéressantes pour les évaluer aussi dans le périopératoire. Et donc en clinique, j'ai fait un petit résumé de ce qu'on a pu trouver. En fait, il y a peu de choses vraiment en termes d'essais cliniques. On est plutôt sur des analyses soit rétrospectives, soit prospectives, mais préliminaires, en tout cas pas randomisées, enfin pas forcément des données avec des faibles niveaux de preuve, mais des analyses qui sont intéressantes. Donc dans le cancer de l'œsophage, c'était une étude prospective, donc sur assez peu de patients à ce moment-là, où ils évaluaient l'utilisation de l'aspirine à faible dose, c'est-à-dire 25 à 50 mg par jour. Bon, là, on est un petit peu décalé du périopératoire parce qu'on est vraiment dans l'année qui suit la chirurgie, mais trouver une meilleure survie, alors seulement dans un sous-groupe de patients qui étaient les cancers de l'œsophage de bas stade. Dans le cancer du sein et la prostate, il y a eu un essai randomisé, contrôlé, mais vraiment aussi la préliminaire, il y avait vraiment peu de patients, où ils ont évalué le célécoxib pris dans les 2 à 4 semaines avant la chirurgie. Et donc, ils ont montré qu'il y avait une augmentation. Donc, là, il n'y a pas d'analyse du tout de survie dans cette étude-là. Juste, ils ont montré qu'il y avait un petit peu plus d'apoptose dans le cancer du sein, mais c'était peu marqué. C'est plutôt dans la prostate. Vous avez quelques modifications biologiques intéressantes avec plus d'apoptose, moins de prolifération, moins de vascularisation. Ensuite, il y a une autre étude rétrospective qui a été réalisée, ça j'en parlerai juste après, qui était l'utilisation du kétorolac en intraopératoire et qui avait une tendance à augmenter la survie. Je vais juste remontrer les courbes après, en rediscuter un petit peu après. Dans le cancer du sein triple négatif, il y a eu une étude rétrospective où ils ont évalué l'impact de l'utilisation des bêta-bloquants avec la chimiothérapie néoadjuvante et ils retrouvent une corrélation avec une meilleure survie sans récidive. Voilà, donc toujours en rétrospectif. Et la dernière donnée, c'était aussi les bêta-bloquants, cette fois-ci dans le mélanome non métastatique, où ils voyaient une diminution de la mortalité.
Donc je terminerai juste sur ces courbes là par rapport au kétorolac justement dans le cancer du sein. Donc pour montrer, ils ont évalué dans 2 centres, donc ils avaient des différences en survie sans récidive et en survie globale. Après déjà on était quand même assez à distance. Donc ils ont 172 patients. Donc là on est sur, j'avais pas renoté les chiffres en effet, mais ils ont des différences qui ont l'air intéressantes dans le premier centre, mais déjà si on regarde dans le deuxième centre, on n'a pas du tout les mêmes différences. Donc il y a quand même des grandes variabilités aussi. Pour l'instant, on n'est pas sur des niveaux de preuve qui sont encore assez convaincants. Il y a des pistes à évaluer, mais en tout cas, on accumule des données, mais on n'a pas encore des grands essais qui nous permettent de conclure, d'autant que dans cet essai-là, donc ils ont publié ça comme ça, mais c'est vrai que c'est pas du tout randomisé. Ils ont plutôt évalué chez les patients qui avaient reçu ces traitements-là avant, mais du coup il n'y a pas de randomisation. Enfin, c'est assez difficile de bien conclure. Donc, pour conclure sur cette présentation, cette période du périopératoire, je trouve qu'elle est assez intéressante puisqu'il y a beaucoup de facteurs physiologiques et biologiques qui pourraient être ciblés finalement, puisqu'on voit qu'ils ont une possibilité d'être plutôt pro-tumoraux, qu'on pourrait les cibler potentiellement assez facilement avec des traitements qui auraient assez peu d'effets secondaires, si on pense en effet à la progestérone, à certains anti-inflammatoires. Donc c'est une bonne question de se demander si c'est une voie future de développement, de traitement médicamenteux comme on a vu là, mais il y a aussi tout un champ qui se discute sur des traitements plutôt d'accompagnement aussi, de meilleure prise en charge du stress, de la douleur, de la nutrition, comme je parlais un peu de l'immunométabolisme, de l'activité physique, voilà, beaucoup de choses à développer dans cette période-là. Et je vous remercie. Merci beaucoup Angélique pour ce super topo. Une des difficultés qu'on voit un peu poindre pour réaliser ce type d'essai, hein, effectivement c'est passionnant, les bêta-bloquants, les anti-inflammatoires, la progestérone qui coûte 1 € l'injection. On se dit en fait on pourrait probablement faire plein de choses. Le problème c'est que dessiner des essais qui vont permettre de répondre à ces questions, ça implique beaucoup de patients, comme vous l'avez vu, on est dans le cancer du sein, donc on ne va pas avoir tout le monde qui meurt à 3 mois. Donc il faut beaucoup de patients pour montrer une petite différence. Il faut les suivre très longtemps, puisqu'encore une fois, Marc vous l'a dit, les patients avec un cancer du sein vont chuter à 5 ans, 10 ans, 15 ans, donc il faut suivre très longtemps. Et donc tout ça, ça coûte très cher. Et quand on a dit que on va proposer l'administration de progestérone à 1 €, mais en fait, personne n'est intéressé à financer un essai comme ça, puisqu'il n'y a pas d'industriel derrière qui porte ces questions. Et donc, tous les essais, ça s'appelle, c'est le concept entier du repositionnement de drogue. Hein. On prend un médicament développé dans une autre indication, donc antalgique, bêta-bloquant, etc. Tous ces essais de repositionnement, en fait, personne n'a envie de les financer parce qu'en plus, ça ne fait pas très moderne, ça ne fait pas très sexy et ça ne fait pas beaucoup gagner d'argent. Et pour autant, il y a un champ des possibles qui pourrait, si jamais on décidait d'investir massivement là-dessus en disant qu'on va faire mieux avec moins cher, il y aurait probablement des choses, mais c'est exactement aux antipodes de ce qui est sexy en ce moment. Ça, c'était la petite remarque un peu has-been. Non, mais c'est un vrai sujet, hein, parce qu'en fait, l'essai indien, il est absolument magnifique avec la progestérone. Donc là, il y a le racisme ambiant en plus qui dit « ouais, mais c'est les Indiens, alors c'est n'importe quoi ». Sauf que tout est qu'ils ont un impact en survie globale avec un traitement qui coûte 1 €. Donc en réalité, ça pourrait être des choses absolument majeures. Mais personne n'a envie de voir ces champs-là émerger parce que ce n'est pas assez lucratif.